Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, premier numéro d'Allons plus loin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. 2 heures en direct avec vous. On va prendre le temps d'analyser, de questionner toute l'actualité politique, parlementaire, mais aussi internationale. Vous allez le voir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro de votre émission Les Matins du Sénat. Vous allez être plongé au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger c'est voter. Vous l'avez compris, nous sommes sur la côte normande, à Arromanches, à l'emplacement même où les Alliés débarquèrent en 1944 pour sauver le monde libre de la barbarie nazie. Justement, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui, dans une forme de résistance, continuent à se battre pour préserver un mode d'agriculture, des traditions, un savoir-faire alimentaire qui nous permettent de nous protéger de la malbouffe. Jeu pour les usagers, parce que fondamentalement, un usager qui va circuler sur une autoroute, il va être confronté à un péage qui va le faire réagir. Donc, un sujet qui a été abondamment, on va dire, développé. Mais également, il attend un niveau de service, c'est-à-dire il attend une capacité à être sur une autoroute en sécurité, à être correctement informé, à être correctement à disposer d'un certain niveau de service, sur les aires annexes, sur les aires de repos, qui sont un des enjeux importants de notre travail. Donc, je peux poursuivre peut-être en essayant d'aller un tout petit peu plus vite. Hein? Très bien. On pourra poser les questions après. Hein? Oui. Pas maintenant, après à la fin. Okay. Et on laisse l'exposé et ensuite... Alors, oui, voilà, il faut aller relativement vite pour l'exposer pour qu'on puisse avoir pas mal de questions-réponses. Voilà. J'ai compris cette question. Vous étiez avide de poser des questions, donc j'essaierai de... Vous voyez, les collègues sont... Oui, piève d'impatience. Alors, une fois qu'on a réalisé ces éléments de conception et d'étude véritable, on va se mettre d'accord sur un coût de ces investissements. Donc, lorsqu'une infrastructure va être réalisée, alors soit elle va être réalisée par mise en concession, et donc d'une certaine manière, c'est la mise en concession qui va donner la réalité des prix lorsque l'investissement est adossé, et un échangeur, un élargissement, par la force des choses, c'est nécessairement réalisé par le concessionnaire qui est celui de l'infrastructure réalisée. On va se mettre d'abord sur un coût, sur des conditions économiques et financières d'intégration dans le contrat et le concevoir par avenant. Une fois qu'on a fait ce travail, la poursuite de la conception va se poursuivre par la réalisation d'infrastructures. Dans la phase de réalisation d'infrastructures, là encore, notre travail, ça va être de s'assurer, par contrôle, par audit, par discussion, partenariat avec la société concessionnaire, puisque notre travail s'entend véritablement, alors certes dans un dialogue intense et exigeant avec les sociétés concessionnaires, mais dans une logique partenariale. Le concessionnaire est maître d'ouvrage, le concédant a une vocation à assurer, d'une certaine manière, on contrôle le contrôle, c'est-à-dire que le concédant n'exerce pas la maîtrise d'ouvrage. Il va s'assurer que l'ensemble des dispositions qui sont prises par le concessionnaire lui permettent d'assurer ces éléments de sécurité. On va ponctuellement vérifier, faire ses audits et des inspections, mais on est dans cette logique-là et dans une logique de partenariat et de confiance. On peut avoir en phase de construction des événements qui nécessitent une intervention spécifique du concédant. La semaine dernière, la société SFTRF est en train de réaliser le doublement du viaduc du Charmex, un viaduc qui a été conçu à l'époque de la réalisation du tunnel entre la France et l'Italie. Pour un ensemble de raisons, et notamment de mouvements géotechniques, il faut reconstruire cet ouvrage. Donc, il y a un nouveau viaduc qui est réalisé à côté, donc qui n'est pas soumis à la circulation, lors du début des processus de baisser le tablier sur les piles. On s'est aperçu qu'il y avait des fissures dans un des caissons. Du
coup, on interrompt, on intervient, on mandate l'ensemble des expertises qui permettent de s'assurer que l'ouvrage qui sera conçu et qui sera in fine livré, qui sont des ouvrages qui appartiennent dès leur livraison à l'État. Les concessionnaires ne sont pas propriétaires du réseau autoroutier concédé, c'est bien l'État qui en est le propriétaire, soient conformes à la fois cette vision patrimoniale et à cette vision de sécurité et de commodité. On est ensuite en une phase d'inspection préalable à la mise en service, inspection travaux pour vérifier la conformité par rapport aux dispositions du contrat, et inspection préalable à la mise en service, inspection de sécurité qui vont permettre de s'assurer que, par exemple, la signalisation est posée conformément et permet d'assurer les conditions de sécurité. Par exemple, que la signalisation horizontale, elle aussi, va être placée dans de bonnes conditions, qu'on n'a pas d'éléments dangereux sur le parcours. Une fois que l'infrastructure est mise en service, on va s'assurer que celle-ci assure la commodité pour l'usager. Donc c'est des dossiers d'exploitation sous circulation, c'est des agréments et c'est également l'ensemble des indicateurs qui ont été introduits au fur et à mesure dans les contrats de concession autoroutière. Dans les années 2000, certains indicateurs ont été développés. À la privatisation, on a également introduit un certain nombre d'indicateurs, mais depuis, c'est une progression continue. C'est-à-dire qu'à chaque contrat de plan, à chaque discussion se traduisant par un avenant, on va intégrer des indicateurs supplémentaires dans les contrats. D'abord des indicateurs qui ne sont pas nécessairement soumis à pénalité, de manière à pouvoir calibrer le bon niveau de l'indicateur. Ensuite, intégrer un dispositif un seuil et un dispositif de pénalisation. C'est un processus qui se déroule dans la durée, qui a été commencé dans les années 2000 et qui se déroule encore aujourd'hui. Les derniers avenants ont permis l'introduction notamment d'un indicateur sur la structure des chaussées. Donc on a déjà des indicateurs dans les contrats sur l'état de surface, qui s'appelle IQRA, état de surface des autoroutes. On a souhaité, et les concessionnaires ont accepté, créer un indicateur sur la structure des chaussées. Donc aujourd'hui, on est en cours d'élaboration de cet indicateur, de manière partenariat avec les sociétés concessionnaires, donc celles-ci nous donnent des éléments, etc. Et on va déterminer avec elles, conjointement, le bon niveau de cet indicateur et après pouvoir l'intégrer dans les contrats. Ce processus est important parce que ces indicateurs, finalement, c'est un peu la ligne directrice de suivi de la performance pour l'usager et du point de vue patrimonial pour l'État. On a des indicateurs de gêne au péage, on a des indicateurs de temps d'intervention sur accident, on a des indicateurs de signalement sur les PMV ou sur 107.7, on a des indicateurs de surface des chaussées, on a des indicateurs sur les ouvrages d'art, bien évidemment, qui sont des enjeux importants. Et donc du coup, le suivi, l'exécution du contrat, c'est ce discours marqué par ces points de rapprochement entre le concédant et les concessionnaires tous les 5 ans pour l'élaboration des contrats de plan qui vont permettre à la fois de déterminer potentiellement d'où vos investissements s'il y a des besoins et cette progression d'un point de vue contractuel. La fin du dispositif, c'est la fin des concessions. Aujourd'hui, on commence à toucher du doigt cette problématique. Les premières concessions alors les concessions historiques trouveront leur fin entre 2031 et 2036, mais il y a une concession qui va s'arrêter en 2027, c'est les concessions des ponts de Tancarville et Normandie, dont le concessionnaire est la Chambre de commerce et industrie Seine-Estuaire. Et donc du coup, on est véritablement dans le début du processus d'audit et d'établissement du bon état d'entretien en fin de contrat, qu'on a commencé à amorcer avec la CCI Seine-Estuaire depuis l'année dernière, on était en 2019, et donc du coup, on va cette année rentrer dans cette phase d'audit. Et là où, au-delà de ces enjeux de patrimoine et d'entretien dont j'ai parlé qui sont définis, on a à construire la façon dont les infrastructures devront être remises par les concessionnaires à l'État dans l'objectif de cette fin de contrat. Alors, peut-être qu'on va passer aux questions des collègues. Si vous voulez, alors juste deux toutes petites minutes. Vous avez quelque chose à la sous-direction a également un rôle plus classique d'administration centrale de production normative et réglementaire. Donc on a, et notamment en lien avec les considérations européennes, la directive télépéage, la directive Eurovignette et également la production réglementaire associée. Enfin, peut-être un mot du comité des usagers dont on m'aurait reproché de ne pas en parler puisque un de vos membres en est un membre, Madame la sénatrice Vullien, qui ne m'écoute pas.
est membre du comité des usagers et a pu apprécier, j'espère, l'intérêt de cette enceinte qui n'est pas une enceinte de décision, mais qui est une enceinte de concertation et qui permet de rapprocher le point de vue des usagers du réseau routier national, pas que concédé, mais assez largement concédé, avec celui qui peut être celui du concédant et des concessionnaires qui sont également représentés. Voilà, si vous voulez bien, j'arrête là et on peut... Merci beaucoup, monsieur le sous-directeur. J'ai déjà une première demande de prise de parole d'Éric Bocquet. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, ma question sera très, très brève. Vous avez évoqué les audits techniques que vous réalisez dans le cadre de vos missions. Est-ce que vous pourriez nous donner 2-3 exemples concrets, précis, dans la dernière période, de thématiques d'audit que vous avez effectuées dans ce cadre-là? Deuxième question, est-ce que vous vous auto-saisissez des thèmes choisis ou est-ce qu'il peut y avoir des commandes du ministère, par exemple? Et troisième point, est-ce que les concessionnaires autoroutiers coopèrent facilement à vos demandes d'informations, de documents éventuellement dans le cadre de ces travaux? Merci. Merci. Louis-Jean de Nicolaï. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir, j'ai présidé avec Jean-Jacques Filleul un groupe de travail sur les concessions autoroutières en 2015, avec aussi d'autres membres de l'Assemblée nationale, sur justement au moment où les tarifs ont été bloqués des péages autoroutiers, la hausse était bloquée, et notamment aussi tout le travail d'investissement des sociétés autoroutières, et notamment le fait de descendre à 500 000 euros les appels d'offres, au lieu de 2 millions d'euros à l'époque, puisque ça permettait ainsi aux sociétés autoroutières d'avoir des filiales qui réalisaient les travaux sans appel d'offres jusqu'à 2 millions d'euros. Aujourd'hui, ils sont obligés de le faire à partir de 500 000 euros. Est-ce que, dans votre direction, le contrôle, parce qu'on a confié ça normalement à l'ARAFER, si j'ai bonne mémoire, ça fait 4 ans maintenant, 5 ans bientôt, si on a confié ça à l'ARAFER, mais est-ce que dans votre contrôle, les travaux qui ont été, les appels d'offres et la garantie des appels d'offres pour permettre à toutes les entreprises de bénéficier des possibilités de travaux, relèvent de votre direction ou c'est quelque chose de tout à fait autre? Merci. Olivier Jacquin. Merci, Président. Plusieurs questions, monsieur. Comment sont traités les éventuels contentieux avec les sociétés autoroutières? Est-ce que ce sont vos services qui les gèrent ou est-ce d'autres services? Et combien de contentieux sont en cours? Est-ce qu'on peut les quantifier d'un point de vue du volume? Seconde question, votre lien avec les DREAL et les DIR, peut-être pour la phase contrôle, suivi des travaux, enfin, y a-t-il un lien? Enfin, j'imagine qu'il y a un lien effectif, mais vous ne nous en avez pas parlé du tout. Puis une dernière question beaucoup plus technique. Il me semble qu'entre l'attribution d'une concession et la signature du contrat de concession, il y a un temps dans lequel le pétitionnaire peut re-questionner l'appel d'offres et rediscuter le montant du contrat. Je ne sais pas si ma question est claire à ce niveau-là, parce que je ne suis pas technicien, mais est-ce qu'elle est intelligible et est-ce qu'elle correspond à une réalité, Monsieur Balderelli? Si tu peux la repréciser. Ben, voilà. Plus clairement, il semblerait qu'entre l'attribution d'une concession à un concessionnaire et la signature effective du contrat de concession définitif, il y a une phase où ce concessionnaire peut découvrir l'étendue réelle de la situation et rediscuter les clauses du contrat de concession. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Parce que j'ai eu vent que sur, je crois que c'est l'A30 qui est actuellement en Alsace, qui a été récemment dans cette situation-là, entre ce qui était prévu initialement dans le contrat, dans l'appel d'offres pour saisir le concessionnaire, puis la signature, la facture a augmenté significativement au vu de la réalité du terrain, de la découverte de situations particulières, des sols, etc. Merci, Monsieur Jacquin.
Bien, il me reste dans cette première série 3 intervenants, 3 demandes de prise de parole. Je vous propose de terminer, ensuite je vous redonnerai la parole. Donc, Monsieur Dominique Delège. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sous-directeur, on a bien compris que dans un monde idéal, tout était bordé par un contrat. Simplement, nous ne vivons pas dans un monde idéal et les concessions sont relativement longues. Par conséquent, ce qui a été prévu au début peut s'avérer au cours du déroulement de la concession comme pas forcément adapté. Et donc ma question, c'est comment ça se passe concrètement quand vous avez besoin de faire évoluer le contrat pour demander je ne sais quoi en plus, parce que je pense que c'est rarement en moins, quelle est votre marge de négociation ? Quelles sont les possibilités que vous avez d'obtenir ce que vous souhaitez? Et puis une question plus pointue, qui confesse mon ignorance de ces questions-là, mais c'est l'intérêt de ce type de commission. J'ai bien compris qu'il y avait des concessions autoroutières et qu'il y avait des sous-traitants, notamment pour les aires de service. C'est pas la même durée. Et donc comment ça se passe et comment s'articule le lien entre le sous-traitant principal, si je m'assure m'exprime, enfin le concessionnaire principal et le sous-traitant. Bien, Monsieur le sous-directeur, je vais vous proposer de répondre à cette première série, puisque une nouvelle inscription est arrivée. Et donc nous avons 4 séries de questions et nous en aurons 3 tout à l'heure, puisque j'ai 3 demandes de parole pour la suite. Je vous donne la parole pour cette première série de questions. Je vous remercie. Alors, sur Monsieur Bocquet, je pense sur la question des audits. Un exemple assez récent sont les investissements à vocation environnementale, qui sont des investissements qui sont assez récents à l'échelle des concessions. Les concessions premières ont été conçues dans les années 60. Dans le cas du paquet vert autoroutier des années 2010, une remise à niveau environnemental avait été envisagée. Donc du coup, on est sur des investissements qui ont été réalisés entre les débuts de la loi sur l'eau et ces dernières années. Donc on a procédé à un audit de ces équipements, et qui en plus ne sont pas directement rattachés aux services rendus à l'usager. C'est les bassins, c'est les dispositifs d'assainissement le long des autoroutes, et donc d'une certaine manière, il n'y a pas question de commodité ou de sécurité. On a réalisé un audit sur le réseau Cofiroute qui a démontré, ce qui est l'objectif d'un audit, un certain nombre de marges de progression. Sur la base de cet audit auquel le concessionnaire a normalement participé, on en a tiré un certain nombre de conclusions et on s'est mis d'accord avec le concessionnaire dans le cadre des discussions que nous avons périodiques pour redresser ce qui va à redresser et donc du coup se mettre sur une chronique de rattrapage, d'investissement qui était réalisé, d'entretien de maintenance, de restaurer l'étanchéité de ces ouvrages, restaurer la fonctionnalité de ces équipements. Donc de manière périodique, évidemment, nous faisons ces audits. Les concessionnaires n'ont jamais été, à ma connaissance, en situation d'obstruction par rapport à ces audits. Et après on se met autour d'une table, on partage le constat. Notre méthode de travail, c'est d'objectiver au maximum les éléments, de les partager et d'en tirer les conclusions. Alors là, cet exemple est assez récent et a montré toute sa pertinence. Vous auditionnez le concessionnaire, il pourra sans doute également vous en parler, et a permis de tirer un certain nombre de conclusions tout à fait positives. Répondre à la question sur les appels d'offres passés par les sociétés concessionnaires d'autoroutes. C'est une particularité effectivement des sociétés concessionnaires historiques, puisque c'était auparavant des SMK donc, qui étaient soumises à une partie des textes relatifs à la commande publique. Donc, depuis qu'elles sont privatisées, ces éléments ont été contractualisés et ont même été pour une partie portés au niveau réglementaire et législatif. Il existait une commission consultative des marchés qui était composée notamment de membres de l'administration. Depuis l'extension du périmètre de l'ARAFER au domaine routier, le contrôle de l'attribution de ces marchés relève effectivement de l'autorité de régulation. D'une certaine manière, nous, dans notre travail de concédant, on est dans une logique de risques et périls
du concessionnaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le concessionnaire a accepté de réaliser un certain nombre de travaux, on s'est mis d'accord sur un coût objectif. Celui-ci prend en compte une estimation du coût, des prévisions de recettes, le cas échéant afférentes, et après, c'est lui qui assume le risque de la bonne performance ou de la mauvaise performance de ces marchés. Mais nous ne contrôlons pas des questions qui seraient relatives au bon accès en termes de concurrence à ces marchés. Compris que vous auditionnerez sans doute l'ART, dans le domaine de l'ART. D'une certaine manière, nous n'intervenons pas sur cette question. Avec l'autorité de régulation, nous sommes dans un discours, dans une relation que nous souhaitons la plus partenariale possible, puisque d'une certaine manière, eux sont en train d'élaborer une base de coûts relative à ces appels d'offres. Alors, par ailleurs, l'État lui-même, qui réalise des travaux routiers dans le domaine non concédé, a également des bases de référence de coûts, et d'une certaine manière, le fait de pouvoir croiser ces éléments d'information peut nous permettre de traiter, mais de manière ex-ante, la question de, quand on négocie et qu'on essaie de se mettre d'accord sur un nouvel investissement, quel est le juste prix de celui-ci. Mais pas dans une logique de contrôle des conditions d'accès. J'ai également une question sur la question des contentieux. Je pense que c'était monsieur, voilà, sur les contentieux. Il y a assez peu de contentieux, entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Il y a eu, votre Assemblée en a sans doute entendu parler, en 2013, une amorce de contentieux qui s'est soldée en 2015 par un protocole mettant fin à un certain nombre d'actions des sociétés concessionnaires d'autoroutes relatives à la redevance domaniale. À ma connaissance, pas d'autres contentieux. L'objectif, et dans la logique partenariale que j'ai évoquée auparavant, et de permettre. Alors pour le coup, à ma connaissance, enfin là comme ça tout de suite, il me vient pas en tête un contentieux sur des autoroutes concédées. J'en ai un également en tête, mais qui est assez ancien et qui a été résolu par un protocole traditionnel. C'était sur les conditions de réalisation de l'autoroute A65 dans l'autoroute Aliénor, la concession Aliénor, qui avait donné lieu à un protocole transactionnel. Donc, mais enfin voilà, à ma connaissance, il n'y a pas de contentieux en cours. Alors, vous avez également posé une question sur la modification d'un contrat entre son attribution et sa signature. Alors, on est dans des délégations de service public. Délégation de service public, on est dans un régime de libre négociation, c'est-à-dire que l'État définit des conditions d'un appel d'offres et va négocier avec un ou plusieurs candidats jusqu'au moment où on soit d'accord sur les termes d'un contrat. Le contrat est signé, après il est entré en vigueur. Normalement, une fois que le contrat est entré en vigueur, on peut faire des avenants à ce contrat, des avenants qui par hypothèse sont équilibrés, sous le contrôle de l'ART, lorsqu'il porte sur des enjeux tarifaires et systématiquement sous le contrôle du Conseil d'État, puisque l'ensemble des contrats de concession autoroutière sont validés par décret en Conseil d'État. Mais il n'y a pas de comment dirais-je, de droit d'inventaire d'un concessionnaire une fois le contrat signé. Le principe du contrat de concession autoroutière, le principe de la délégation de service public, c'est les risques et périls du concessionnaire. Donc, les termes du contrat sont fixés. Lorsqu'il y a des éléments de reprise, ça a pu avoir lieu dans certaines concessions. La concession de l'autoroute A63 dans les Landes, le concessionnaire a repris à peu près 100 km de route nationale. Il lui appartenait de faire aux candidats de faire tous les éléments d'information sur ces éléments. Une fois qu'il a été remis, ça a été remis. Pas de difficulté. Donc peut-être que vous faites référence à la libre négociation, mais à partir du moment où on a signé le contrat, c'est fini. Donc, mais il est vrai que dans le cas des délégations de service, c'est avant la signature. Il n'y a pas de droit. Enfin, une fois que le contrat est signé, libre, c'est les risques et périls du concessionnaire. Avant, on est dans la libre négociation. Donc du coup, la phase
que vous envisagez, je la visualise pas vraiment. Dans le cas de l'autoroute A355, le contrat est signé. L'autoroute A355, c'est le contournement autoroutier de Strasbourg. Le contrat est signé. Le contrat est signé, donc il s'exécute aux risques et périls du concessionnaire. Ouais, s'il y a un contentieux, s'il y a un contentieux dans le cadre de la réalisation de ce contrat, alors ce contrat, il peut y avoir un contentieux. Je n'en suis à ce stade pas gestionnaire, puisque dans notre organisation administrative, et c'est une petite particularité, je gère l'ensemble des contrats de concession historiques. Et tous les contrats qui font l'objet d'une mise en concession, c'est-à-dire d'une attribution spécifique avec procédure de mise en concession, je ne les gère qu'à partir du moment où ils sont mis en service. C'est un autre service de la Direction générale des infrastructures de transport et de la mer qui gère ce contrat. Donc, sur le suivi au jour le jour de la concession du contournement autoroutier de Strasbourg, je ne saurais vous répondre très précisément. En revanche, sur les principes. C'est le département des partenariats publics-privés qui est un des services de la direction des infrastructures de transport. J'ai également une question sur le lien avec les DREAL et les DIR. Alors, quand on parle de contrôle technique, le contrôle technique se fait sous la responsabilité de la sous-direction de la gestion et du contrôle des autoroutes. Dans le cas de nos audits, de nos inspections, de nos contrôles, nous nous appuyons sur les agents du réseau scientifique et technique du ministère, donc le CEREMA, le centre d'études des tunnels, mais également certains agents des DREAL et des DIR peuvent être également des auditeurs, ils peuvent avoir ces compétences et ce sont des agents que nous mobilisons. En revanche, l'ensemble de ces opérations se font sous le contrôle de la sous-direction. Donc le contrôle des autoroutes n'est pas délégué à une REAL ou une DIR. En revanche, nous nous appuyons sur cet écosystème de connaissance des enjeux de construction, de sécurité, de conception de ces infrastructures. J'ai une question sur l'articulation entre les sous-concessionnaires et les concessionnaires. Alors, les obligations de service sur les arts annexes sont des obligations que le concédant attribue aux concessionnaires. Donc, par principe, ce sont bien des obligations des concessionnaires. La modalité d'exercice de ces obligations, à 99,9%, c'est que le concessionnaire va sous-concéder l'air annexe, puisque celle-ci va générer des recettes. Alors, essentiellement, c'est la distribution de carburant et les services associés, qui sont des services commerciaux, à des tiers. Pour le concédant, le concessionnaire est responsable de l'attribution du service. Donc, d'une certaine manière, le concessionnaire ne peut pas se défausser sur le concessionnaire pour faire face pour se justifier d'un éventuel manquement. Après, les contrats de sous-concession sont des contrats qui, le plus souvent, sont signés sur des durées qui sont plus courtes que la durée résiduelle des concessions. Une sous-concession, ça s'amortit sur 10 ans, 15 ans. Jusqu'à maintenant, la durée résiduelle du contrat excédait largement ces 10 à 15 ans et donc du coup on n'avait pas de difficulté. La question commence à se poser, puisque du coup on commence à être dans une situation où la durée résiduelle des contrats est en passe de devenir inférieure à cette durée d'amortissement de sous-concession de 10-15 ans. Et donc du coup nous sommes en train de travailler avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour leur permettre, ce qui est très classique, de pouvoir signer des contrats de sous-concession sur des durées excédant la durée résiduelle du contrat, ce qui veut dire que du coup pour leur durée résiduelle ce seraient eux qui seraient les coûts contractants des sous-concessionnaires et l'État se substituerait au concessionnaire vis-à-vis du sous-concessionnaire qui deviendrait donc le concessionnaire de l'État à la fin des concessions. C'est un sujet qui est assez classique en réalité, et donc qui ne pose pas de difficulté, mais enfin il se trouve que c'est une problématique sur laquelle on est en train de découvrir. Ça répond à votre question. Et les marges de manœuvre pour pouvoir discuter. Donc j'ai parlé des contrats de plan. Les contrats de plan, ce sont des revoyures quinquennales auxquelles le concessionnaire, les concessionnaires et le concédant s'astreignent. Mais enfin, en réalité, on peut discuter sur un rythme différent lorsque nous avons des projets. On vise évidemment, s'il y a un besoin d'aménagement du réseau, à déterminer les conditions économiques et financières de réalisation de cet investissement par la société concessionnaire. Donc on se met d'accord à la fois sur un coût, aux risques et périls du concessionnaire, sur une capacité d'amortissement dans le cadre de la concession. Et une fois qu'on a réussi à se mettre d'accord sur ces conditions, on signe un avenant.
Et donc, du coup, l'avenant nécessite que les deux parties en soient convaincues que les termes de cet avenant sont équilibrés et une nouvelle fois, sous le contrôle systématique du Conseil d'État, de l'ART en cas d'impact tarifaire. Aujourd'hui est en train d'instruction par l'ART le contrat de plan 2021-2026 de la société Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc, par exemple. Donc on s'est mis d'accord avec la société, donc ça a été validé par son conseil d'administration, sur un contrat de plan qui porte sur à peu près 30 millions d'euros d'investissement, qui se traduisent par une majoration tarifaire que nous avons, sur laquelle nous sommes mis d'accord pour être calibrés au juste prix, c'est-à-dire qu'il n'y a ni surcompensation ni sous-compensation du concessionnaire dans des conditions de coût moyen pondéré du capital, etc., de conditions économiques. L'ART est en train de faire son travail. Il est... pardon ? Oh, malheureux, non, bien moins. On est... Parce qu'en 2015, c'était 8%. Alors, dans le protocole. L'accord de 2015, c'est du 8%. C'est ce qui est assez surprenant, d'ailleurs, comme taux d'actualisation. On y reviendra sans doute dans la commission d'enquête. Ça fait partie des choses importantes. Et là, vous en êtes à combien ? On doit être à... Alors, j'ai exact en tête, on doit être autour de 5,2. Je n'ai plus exactement le chiffre en tête. Enfin, on est entre 5 et 5,5. Je ne me souviens plus exactement. 5,5. Donc une fois qu'on s'est mis d'accord, on a ce processus et une fois que le processus est achevé, l'avenant entre en vigueur et on réalise. Le plan d'investissement autoroutier, les 700 millions d'euros signés en 2018, c'est le même processus. Donc certes, la contrainte est de se mettre d'accord, mais enfin l'expérience montre que l'État et les concessionnaires trouvent les moyens de se mettre d'accord sur les conditions de passation de ces avenants. D'accord, merci Monsieur le sous-directeur. Une nouvelle série de questions, donc on va partager le travail d'une série de 3, donc avec Michel Vullien, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président. Oui, merci à vous déjà d'être là pour répondre à nos questions. Moi j'ai une question. À quel moment la décision est prise de faire l'autoroute et de donner en concession ? Si j'ai bien compris, parce que on en a parlé un petit peu avant la réunion, et vous l'avez évoqué là durant la réunion, il y a différents services qui finalement travaillent en silo. Et chacun fait le travail qui lui est imparti, il le fait bien, ça je n'en doute pas. Mais en revanche, pour arriver à comprendre comment une décision est prise et comment finalement on arrive à la mettre en place, moi, j'ai un exemple très concret, je vous l'ai évoqué, c'est la 89, c'est-à-dire c'est le Bordeaux-Genève qui a été saucissonné avec des DSP tellement saucissonnés que les morceaux, les uns après les autres, il y en a qui arrivaient dans le vide, etc. Et quand on voulait, vous avez dit, on travaille avec les collectivités, etc. Quand vous avez un morceau qui tombe dans le vide, qui touche juste un autre endroit, que l'autre endroit veut dire mais attends c'est quoi là, comment ça va se terminer, et qu'on lui dit mais attendez madame, monsieur, non, la DSP elle est de tel bout à tel bout, et qu'on voit bien que comment ça va se terminer, la main sur le cœur, le préfet vous dit mais madame le maire, vous n'avez pas à faire à l'opération, a pas peur, le DREAL, mais a pas peur. Donc à un moment donné on voit bien que ce qui se passe après, et je cite cet exemple qui est très, très concret, le Bordeaux-Genève. Qu'est-ce que le Bordeaux-Genève passe par le cœur de Lyon ? Voulez-vous m'expliquer ? Prenez une carte et vous dites, mais pourquoi ? Pourquoi, comment ? Toutes les collectivités étaient contre, le Conseil général, la métropole, les communes, etc. Roule petit mousse, ça passe. Quand ensuite on demande des contrôles, il y a toujours un truc qui va pas, machin. Donc à un moment donné, moi ce que je voudrais comprendre, c'est où est vraiment prise la décision. J'ai été incapable de le comprendre, et durant des années quand même, j'ai essayé de comprendre en étant maire d'un des patelins où ça passait, et en étant vice-présidente de la métropole sur la mobilité. Impossible de trouver qui prend la décision. Bonne question. Peut-être la réponse dans quelques secondes. On va peut-être avoir... Alain Fouché. Simplement quelques mots sur les contrôles techniques. En définitive, vous avez tout pouvoir sur le contrôle technique. Vous avez vos ingénieurs, les ingénieurs des compagnies d'autoroute, et c'est vous qui, in fine, dites qu'il faut faire telle et telle chose. D'une manière autoritaire, on fait ça,
Sur l'autoroute, on ne fait pas ça. Ça me paraît clair. Bon, alors ça, c'est une chose. Moi, j'ai quand même pas mal d'années, j'ai 50 ans d'années d'élu. J'ai présidé le département pendant un certain temps, avant la décentralisation, après. Quand il y a des erreurs de conception, j'ai rarement vu la DDE poursuivie. C'est très rare. Les maires sont poursuivis pour un oui, pour un non, mais l'État, très rarement. Et dans le domaine de l'autoroute, puisque vous imposez un certain nombre de choses, s'il y a des erreurs de conception, est-ce qu'à ce moment-là, vous risquez que votre responsabilité soit mise en cause? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes à l'écart ou est-ce que c'est la compagnie autoroutière? Je ne suis pas plus long. Bien, merci pour cette question. La dernière de cette série, Noël Rossent. Oui. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le sous-directeur, moi j'aimerais aborder avec vous deux questions. La première question, on en a déjà parlé, c'est le rôle de l'ADREAL. Aujourd'hui, où on a une conception environnementale beaucoup plus forte, est-ce que l'ADREAL a une participation plus forte? Quel est le travail que vous pouvez faire avec eux? Et ensuite, ma deuxième question portera sur le tarif des tarifs autoroutiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement et la construction de ce tarif, s'il vous plaît? Merci. Merci. Donc, Monsieur le sous-directeur, voilà, vous avez la parole et ensuite vous aurez une nouvelle série de questions avec deux demandes de parole, deux dernières demandes de parole, et peut-être que le rapporteur de notre commission d'enquête reprendra la parole derrière. Je vous propose de répondre aux questions qui viennent d'être posées. Alors, la question de la décision, on peut la voir sous deux angles. On peut voir la décision de mettre à péage une infrastructure ou pas. C'est une question qui est une question extrêmement importante puisque on a bien évidemment, lorsqu'on parle d'aménagement du réseau routier national, on peut avoir une décision de mettre à péage une infrastructure et qui va se traduire par un effet accélérateur. En 1960, la France comptait 30 à 50 km d'autoroute. En l'espace de 50 ans, on a réalisé 9000 km d'autoroute. C'est-à-dire que du coup, on a réalisé à peu près 150 km d'autoroute par an. Les meilleures années, 250 km d'autoroute grâce au dispositif de la concession. Donc le péage a été indubitablement, dans le passé et là encore aujourd'hui, un accélérateur de réalisation des infrastructures de transport et des infrastructures routières. En revanche, l'inconvénient de la mise à péage, c'est que l'usager va devoir payer pour ce service et c'est l'économie même du système. Donc on a des infrastructures qui peuvent connaître des sorts divers par rapport à cette question. Je prends l'exemple de la route Centre-Europe-Atlantique entre la 6 et la 71. On a une partie où le département de l'Allier a accepté, les élus du département de l'Allier ont accepté le principe de la mise à péage. Et donc, du coup, aujourd'hui, le contrat est en passe d'être signé. La mise en service de l'infrastructure sera probablement pour courant 2022. Et on a le reste de la route Centre-Europe-Atlantique, la Fourche, Mâcon, Dijon, sur laquelle la réalisation se fera dans le cadre du contrat de plan État-région et donc, du coup, au rythme de ces crédits. Donc, c'est une question d'opportunité qui est indubitablement politique. Et quand je dis politique, une décision ministérielle bien évidemment, mais enfin qui doit être partagée par l'ensemble des élus, des décideurs relatifs à ce sujet. Donc, on voit des réponses qui sont... la RCE, c'est un très bon exemple où on a eu des réponses différentes à une question qui se posait dans des termes à peu près similaires. J'aurais dû y penser, mais c'était... Mais voilà, donc d'une certaine manière, de ce point de vue-là, alors les fonctionnaires que nous sommes, les techniciens que nous sommes, peuvent donner des éléments qui peuvent éclairer cette décision, c'est-à-dire, dans certains cas, si on met à péage une infrastructure, il n'y a plus personne dessus, donc l'intérêt socio-économique risque d'être un peu limité. On a la question de qu'est-ce qu'on peut avoir comme réseau alternatif, comme réseau secondaire qui permet de conserver un itinéraire gratuit. Enfin, c'est l'ensemble de ces éléments d'analyse que nous produisons et qui permettent
Exactement, et qui permettent d'éclairer la décision. Dans le cas de la mise en concession de l'autoroute A63 dans les Landes, c'est RN10, l'État n'avait pas les moyens, d'une certaine manière. La mise à 2 fois 3 voies de cette infrastructure empruntée massivement par du transport routier de marchandises international, à peu près 400 ou 500 millions d'euros de travaux, de mémoire. La réalisation par l'État sur deniers publics aurait pris un temps certain. Le principe de la mise à péage a permis d'accélérer cette mise à 2 fois 3 voies. ASF au sud a réalisé également cette mise à 2 fois 3 voies. Donc on est vraiment sur cet enjeu. Et la question des itinéraires alternatifs, du coup, s'est posée. D'où d'ailleurs, dans les phases de conception des infrastructures, on peut avoir des systèmes intelligents avec un système de péage ouvert qui permet pour un certain nombre d'usagers d'avoir des trajets quand même on est sur une mise à péage, on a des trajets qui restent gratuits jusqu'au moment où il ne faut pas dévoyer le système. Si c'est gratuit pour tout le monde, la capacité à financer est moins. Donc du coup, c'est vraiment cet ensemble de sujets qui va créer une décision publique et qui peut... la décision publique, c'est ni une science exacte, ni quelque chose de linéaire. Donc... j'ai également été interrogé sur... est-ce que nous pouvons, de manière autoritaire, préciser des éléments? Nous précisons les éléments de conception par rapport à des référentiels. Et donc, du coup, nous apprécions comment ces référentiels existent, comment ils doivent être appliqués, comment ils doivent être mis en œuvre. Pas sûr d'être le mieux placé pour vous expliquer quelle est ma responsabilité personnelle dans le cadre de ces éléments, mais enfin en tout cas dans le cadre de notre travail. Donc là on n'est pas vraiment dans qu'est-ce qu'il faut faire, mais dans comment on le fait. Voilà. BAU, pas BAU. Est-ce que du coup on peut se permettre d'avoir une BAU réduite à cet endroit-là? Est-ce qu'on peut avoir une bande d'air rasée de gauche, etc. Donc du coup on a un système normatif qui existe. Enfin je ne se réveille pas un matin en se disant tiens là pouf la bande de gauche finalement 3 mètres ça va suffire, en pas mettre 3,50 m. On a des dispositions techniques qui sont élaborées par le réseau scientifique et technique et qui permettent de déterminer comment on fait les choses. Notamment d'ailleurs, c'est un sujet intéressant dans le cas des nouveaux objets que nous sommes en train de concevoir, par exemple une voie réservée au transport en commun sur BAU, une voie réservée au covoiturage. Un arrêt de transport en commun sur le réseau routier national. Voilà. Comment nous concevons ces nouveaux outils? D'une certaine manière, on travaille. On a le réseau scientifique et technique du ministère qui va s'interroger, qui va essayer de s'inspirer de ce fait. On va pouvoir faire des expérimentations. Par exemple, à Brie-sous-Forges sur la 10, on a un exemple d'arrêt sur autoroute, donc qui a été conçu d'une certaine façon. On était sur un dispositif expérimental, donc du coup, pris un certain nombre de précautions. On a un retour d'expérience sur ces éléments expérimentaux qui permettent de forger une doctrine. Et après, c'est notre travail, une fois qu'elle est forgée, de pouvoir la faire respecter, mais aussi la faire évoluer, qu'on a typiquement ce genre de nouvelles questions qui se posent. Le rôle de l'ADREAL dans la conception des projets. Alors, si on est sur des projets qui s'assoient avec des tracés neufs ou une reprise en profondeur d'une infrastructure existante, nécessairement dans le processus projet et dans le processus de décision, les enjeux environnementaux sont des enjeux qui sont pris en compte de manière extrêmement importante. À une époque, le profil en long d'une autoroute, c'était l'équilibre des déblais remblais pour maximiser les mouvements de terre. Aujourd'hui, cet enjeu d'équilibre des mouvements de terre est un peu moins prégnant par rapport à celui d'assurer la meilleure insertion environnementale des infrastructures. Et donc, du coup, dans les phases de conception des projets, avant même et indépendamment d'ailleurs de se poser la question d'une société concessionnaire ou d'une non-société concessionnaire, c'est une partie du travail qui est réalisé par certains de mes collègues au sein de la direction des infrastructures de transport et qui sont à l'échelon central ceux qui vont piloter le travail des DREAL, puisque du coup les DREAL, ce qui est intéressant, c'est que la réalisation de ces outils permet à la fois d'avoir dans la même entité des services déconcentrés, à la fois ce qu'étaient les directions régionales de l'équipement, c'est-à-dire ceux qui vont concevoir les infrastructures, et les anciennes DIREN, direction interrégionale de l'environnement, qui portent ces enjeux environnementaux. Donc on a une bonne intégration de ces préoccupations. De manière très claire, on ne conçoit pas les autoroutes et pas les infrastructures aujourd'hui de la même façon qu'il y a 30 ou 40 ans. Les enjeux, les zones sensibles sont mieux traités. Je parlais des enjeux des équipements environnementaux, le traitement de l'eau.
Dans les années 60, on ne se préoccupait pas de l'assainissement de la plateforme. On se préoccupait de la façon dont les eaux de la plateforme sont traitées et sont pas rejetées dans le milieu naturel. Aujourd'hui, il est impensable de concevoir une infrastructure sans avoir traité cette question de son traitement environnemental. Même si on s'aborde des lièvres, c'est pas gênant. C'est tout l'enjeu de la conception des infrastructures. Il faut éviter un certain nombre d'espèces protégées et parfois même on essaie d'éviter les habitations. Même si pas une espèce protégée, mais on essaye de faire en sorte que l'infrastructure soit le meilleur équilibre entre des enjeux environnementaux, des zones sensibles, des zones habitées. Le tronçonneur est une espèce protégée, mais pas l'être humain. Il y a du vécu. Il y a du vécu, évidemment. Il y a des vécus qui coûtent très cher, de projets qui sont reportés. J'en vois chez moi à cause des oiseaux, à cause de je sais pas quoi, Il faut faire la synthèse de l'ensemble de ces contraintes. Voilà, de l'ensemble de ces contraintes. Quand on dit contraintes, c'est négatif, mais l'ensemble de ces enjeux à prendre en compte. La construction du tarif. Alors, la construction du tarif, c'est une question qui se pose dans deux types de configurations qui sont radicalement différentes. Si on parle d'une concession autonome, on parlait du contournement de Strasbourg, par exemple, tout à l'heure. Le contournement de Strasbourg, c'est une concession autonome. Et donc, par définition, le tarif aura vocation à amortir sur la durée de la concession le coût de l'infrastructure. Le tarif, c'est la synthèse entre ce que va coûter l'autoroute, donc qui fixe un plafond, mais également ce que l'usager est prêt à payer pour pouvoir utiliser une infrastructure de transport. Et on a un optimum tarifaire. Évidemment, trop d'impôts tue l'impôt, la courbe de l'affaire, assez classique. Donc du coup, un péage trop élevé n'a pas de sens, puisque d'une certaine manière, il détruit de la valeur. Alors, lorsque les recettes de péage et la valeur actualisée des recettes de péage ne sont pas susceptibles de permettre le financement de la totalité de l'infrastructure, il peut y avoir une subvention d'équilibre pour ces objets. Alors c'est lorsqu'on est sur un objet autoroute autonome. D'une certaine manière, c'est assez simple. Finalement, c'est une équation financière à réaliser et qui est la conséquence d'un appel d'offres, puisque les concessionnaires vont proposer un tarif dans le cadre des appels d'offres, et une fois que celui-ci a été proposé, il est dans le contrat et il est fixé pour la durée de la concession. Lorsqu'on est sur des infrastructures qui sont adossées, avec toutes les limites aujourd'hui, notamment juridiques sur l'adossement, puisque du coup, il faut démontrer qu'on n'est pas sur une infrastructure autonome, il faut démontrer qu'on a un intérêt pour l'usager de l'autoroute, enfin on a un corpus juridique à la fois jurisprudentiel mais également réglementaire et légal, puisque notamment l'article 122.4 du Code de la voirie routière a été récemment complété dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités, qui vont définir les conditions dans lesquelles on peut procéder à adossement. Alors, lorsqu'on est sur un adossement, l'équation économique, elle est d'une certaine manière se pose dans des termes différents, puisqu'on a un coût et on a la capacité d'amortissement financier de l'ensemble d'une concession, qui a son équilibre ex-ante et donc du coup qui va être modifié marginalement pour pouvoir absorber cette infrastructure. Voilà, Monsieur le Président. Voilà, merci pour vos réponses. Une dernière série avant de redonner la parole au rapporteur. Donc, ça concerne Patrice Joly, Michel Dagbert et Olivier Jacquin. J'ai oublié personne. Patrice. Très bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le Sous-Directeur. Je voudrais rebondir sur des questions qui ont déjà été posées. Je reviendrai sur la question de la négociation entre l'offre présentée par le candidat retenu et ensuite la conclusion du contrat. Les variables d'ajustement, c'est la prise en compte éventuellement de nouvelles dépenses. Il y a des caractéristiques techniques qui pourraient apparaître. Et la variable, c'est donc par rapport à ça, c'est la tarification ou la durée. Je voudrais simplement savoir si vous pouvez nous dire, d'après ce que vous avez constaté dans votre activité, quels sont les écarts entre les propositions initiales et la conclusion définitive du contrat, soit en matière de durée, soit de manière tarifaire. Ça, c'est ma première question. La deuxième question concerne les personnels d'une certaine manière. J'aimerais savoir quelle est l'évolution des effectifs de votre sous-direction, à la fois en volume, vous avez dit que vous étiez 35 aujourd'hui, mais savoir combien il y en avait il y a quelques années. Est-ce qu'il y a une évolution également qualitative, c'est-à-dire au niveau des profils des personnels qui constituent votre direction? Et à partir de là, j'aimerais savoir
avec qui négociez-vous au niveau des sociétés, au regard de l'activité qui est la vôtre? Quels sont les gens avec qui vous dialoguez? Quels sont les profils de poste? Quelles sont leurs origines professionnelles et de formation également? Et compte tenu de ce que je viens de dire, vous sentez-vous suffisamment doté en moyens, en expertise, face à des équipes, ce sont des équipes solides, dans tous les secteurs lesquels des entreprises importantes ont à négocier avec l'État, elles disposent généralement d'équipes qui parfois sont alors en qualité, je ne dis pas, mais en tout cas en volume plus importante, qu'il s'agisse des questions juridiques, fiscales, etc. Je voudrais savoir si vous vous sentez suffisamment doté au regard de l'évolution des effectifs que je viens d'évoquer. Est-ce que ces gens-là aussi, au regard de leur profil de poste, leur formation, avez-vous le sentiment d'avoir un dialogue avec eux qui est un dialogue qui est noué sur des références techniques et technico-techniques, sur des niveaux de dialogue qui correspondent à ceux que vous attendez? Merci. Michel Dagbert. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le sous-directeur. Merci des réponses que vous nous avez déjà apportées sur une commission d'enquête qui commence son travail et qui a besoin, vous l'avez compris, de pouvoir explorer la totalité des aspects de cette question, y compris les aspects juridiques, financiers et techniques. Sur les aspects techniques, j'avais exactement le même questionnement que mon collègue sur les effectifs, puisque si pour la bonne santé de tout organisme et de tout corps, y compris les grands corps de l'État, il faut veiller à ne pas être en surcharge pondérale, j'ai le sentiment que ces dernières années, la cure a été sévère, que ce soit à l'échelon central ou dans les territoires, je pense notamment au DIR et au DREAL. Et la question est tout aussi pertinente que celle qui vient d'être posée de manière excellente par mon collègue, c'est est-ce que nous avons encore la capacité, les moyens en effectif, en nombre et en qualité, ça je ne doute pas de la qualité, mais au regard de ce qui est en face, c'est-à-dire l'ingénierie des grandes sociétés d'autoroutes qui recrutent parfois même avec des salaires qui sont très alléchants pour les hauts fonctionnaires qui sont dans l'administration, et nous assistons à des flux qui sont plutôt dans ce sens-là de l'administration de l'État vers les sociétés en question. L'autre question porte sur les contrats eux-mêmes et notamment sur les demandes d'adossement, puisque il avait été mis fin aux adossements pour se conformer à la réglementation européenne. Et aujourd'hui, d'une manière, vous y avez fait allusion au travers de la loi L'Homme qui vient préciser les choses, mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez une idée du stock de dossiers qui pourraient faire l'objet d'adossement à la demande de certaines collectivités gestionnaires, et je pense notamment les collectivités qui gèrent une partie assez importante du réseau routier, je pense notamment aux départements. Y a-t-il des demandes de ce type qui sont à votre connaissance? Merci Michel. Et pour terminer cette série, Olivier Jacquin. Merci. Je vais reprendre mes questions de tout à l'heure et peut-être les préciser. Je vous ai interrogé sur le nombre de contentieux. Est-ce que j'aurais dû utiliser le terme de litige? Parce que vous nous avez dit qu'il y a très très peu de contentieux, ce qui est une bonne chose. Mais y a-t-il des litiges? La deuxième question, sur cette idée-là de renégociation entre la phase d'attribution de la concession et la signature du contrat, aurais-je dû poser cette question au service des partenariats publics-privés plutôt qu'à vous? Et quels sont vos liens avec ce service? Est-ce lui qui effectue le contrôle plus juridique et financier, puisque vous avez clairement dit que vos missions étaient beaucoup plus sur le contrôle technique et normatif? Je vais vous poser une question plus ouverte maintenant. Quelles améliorations, pour votre part, dans le champ qui est le vote, verriez-vous à apporter? Enfin, quelles améliorations souhaiteriez-vous voir apporter, tant à votre fonctionnement qu'au lien qui nous lie avec les concessionnaires? Puis j'ai une toute dernière question. Est-ce que vous et vos équipes êtes sollicités directement par les concessionnaires lorsqu'il y a des offres d'emploi et dans vos services? C'est normal de poser cette question. Est-ce que dans vos services, parce qu'on parle du pantouflage dans la...
dans l'administration Supra, il y a une ministre qui était bien chez Vinci, qui s'occupait ensuite des autoroutes. Mais est-ce qu'à votre niveau, ces questions vous concernent? Je vous remercie. Bien, merci de vos questions. Y a-t-il des compléments dans cette série? On clôture. Et monsieur le sous-directeur, voilà, une série de questions concernant votre sous-direction, les personnels, les profils. Allez-y. Je remercie la commission d'enquête de sa grande préoccupation des moyens de l'administration. C'est pas ainsi qu'il faut prendre la question. Je pense que c'est une question très sérieuse. Non, mais je répondrai sérieusement. Je vais répondre sérieusement. Les effectifs de la sous-direction, globalement, sont stables dans le temps. Alors, l'organisation administrative du contrôle technique des concessions a été modifiée au cours des années compte tenu des différentes réorganisations. À une époque, il y a un truc qui s'appelait la direction des routes qui n'existe plus. Il y a une modification. Le contrôle était auparavant séparé entre le contrôle technique, donc il y avait une mission de contrôle des autoroutes qui était séparée du service qui en assurait la tutelle économique et financière. Donc ça, c'est une évolution au cours des années qui a été faite de fusionner ces deux éléments pour n'avoir qu'une séparation de la structure qui est en charge des nouveaux appels d'offres, qui, me semble-t-il, pour le coup, est plutôt intelligente, puisque les enjeux juridico-financiers et les enjeux techniques sont complètement liés. Et donc, du coup, mon travail de management, c'est notamment de faire en sorte que mes collaborateurs parisiens et lyonnais travaillent bien ensemble et travaillent de manière la plus étroite ensemble, de manière à ce qu'on puisse interfacer en excellente connaissance de cause avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes. En termes de compétences, la sous-direction, les 35 collaborateurs de la sous-direction s'appuient très largement, alors peut-être que je ne l'ai pas dit suffisamment, mais je vais donc le redire, sur le réseau scientifique et technique du ministère. C'est le CEREMA, c'est le Centre d'études des tunnels, ce sont des collaborateurs des DREAL et des DIR qui ont des habilitations qui leur permettent de réaliser des audits, de réaliser des inspections, et donc du coup, aujourd'hui, les 9000 km d'autoroute en service ne sont pas contrôlés par 35 personnes, contrôlés par beaucoup plus, par un ensemble d'un écosystème. Aujourd'hui, on réussit à mobiliser cet écosystème de manière très satisfaisante, et je n'ai pas rencontré de difficultés. En tout cas, à date, il n'y a pas de difficulté pour la mobilisation de ce réseau scientifique et technique et de l'ensemble de compétences, y compris de compétences extrêmement pointues sur un certain nombre de sujets. Lorsque on discute avec certains concessionnaires d'autoroute, peut-être sur un titre plus anecdotique, mais normalement, il y a un contrôle extérieur qui est censé passer sur les concessionnaires d'autoroute. Et on voit certains sujets où finalement l'œil et l'expertise que nous pouvons avoir, notamment sur des sujets de signalisation, est plus acéré que celui du contrôle extérieur. On est sur des enjeux qui n'ont pas d'enjeu financier. Enfin, savoir si la peinture va être à gauche ou la peinture va être à droite, c'est impossible que la société concessionnaire se dise qu'elle va réaliser, etc., une optimisation financière là-dessus. En réalité, et quand on passe et quand on s'aperçoit que la peinture n'est pas au bon endroit ou que le panneau n'est pas au bon endroit et qu'il faut déplacer le panneau, d'une certaine manière, ça leur coûte de l'argent. Donc du coup, c'est pas une question de volonté de ne pas faire des sociétés concessionnaires d'autoroute. Et donc du coup, ça, on voit qu'on a des sujets sur lesquels on a une capacité d'expérience et d'expertise à pouvoir réaliser, et même supérieure à celle que les sociétés privées peuvent mobiliser. C'est anecdotique pour ces questions de signalisation, mais ça peut se retrouver sur l'ensemble des thèmes techniques que l'on va couvrir. C'est-à-dire que nous savons dire ce que devrait être le coût d'une infrastructure. Après, on a un processus, encore une fois, alors qui est mobilisé par l'ART. Dans le cadre du plan d'investissement autoroutier, l'État concédant avait considéré être arrivé à un accord satisfaisant sur un certain nombre de coûts d'infrastructure. L'ART avait indiqué que ce coût lui semblait exagéré sur certains investissements. Une expertise tierce a été mobilisée, en l'occurrence le cabinet d'Ibux, qui a confirmé que la position de l'administration, sur l'essentiel, ces éléments ont été transférés en Conseil d'État. Le Conseil d'État à valider les éléments d'équilibre économico-financier et d'analyse de coûts des investissements. Après, c'est un coût qui prend en compte un risque pris au titre du risques et périls.
Donc du coup, de ce point de vue-là, je ne ressens pas de difficultés ou d'insuffisance ou de manquement au sein de l'administration pour pouvoir mener dans de bonnes conditions l'ensemble des discussions et l'ensemble de notre métier vis-à-vis des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Et encore une fois, ces éléments-là, ils ne sont possibles que dans la mesure où on est dans une relation partenariat avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes. C'est-à-dire que lorsque on va avoir un dialogue avec eux, on est sur un dialogue qui est intense, exigeant, et où on va constater assez souvent un certain nombre de désaccords. Je ne parlerai pas forcément de litiges pour revenir sur d'autres questions, mais enfin sur des désaccords parfois assez importants, donc on a jusqu'à présent réussi à surmonter, puisque parvenir à un accord, c'est gagnant-gagnant. Hein. Lorsqu'on réalise un investissement sur le réseau, c'est dans l'intérêt de la personne publique, puisque sinon on ne réaliserait pas cet investissement. Et il faut que le concessionnaire, mais comme n'importe quel co-contractant de l'administration, lorsqu'on passe un marché public, les entreprises ne répondent pas à perte. Une délégation de service public, c'est un contrat de la commande publique, et donc d'une certaine manière, on est bien entre un client et un fournisseur. Et on est dans un cadre un tout petit peu particulier, puisque là, on va devoir se mettre d'accord de manière amiable, mais on est bien dans cette relation où finalement, on va déterminer les bonnes conditions, et on est sur des désaccords qui peuvent être importants au début, puis on va finir par résoudre ces désaccords en échangeant des arguments, en échangeant des éléments, en rapprochant des points de vue, parfois même d'ailleurs en ayant une boucle de rétroaction sur la façon dont les infrastructures sont conçues, en disant est-ce qu'on peut concevoir de manière plus intelligente. La concession est aussi un outil qui permet de bénéficier de la capacité d'expérience et d'expertise et d'ingénierie des sociétés concessionnaires. Il est assez fréquent que par rapport à des éléments qui sont conçus en phase amont par les services de l'État, les mises en concession ou les discussions dans le cadre d'adossement vont permettre de faire émerger des solutions qui sont plus intelligentes de conception. Donc d'une certaine manière, c'est du gagnant-gagnant. Finalement, on va trouver une solution plus intelligente d'intégrer l'autoroute. Donc on est sur un système qui est intrinsèquement vertueux, puisqu'il produit de la capacité d'investissement et produit de l'intelligence collective. Et une forte rentabilité pour les entreprises. Et une forte rentabilité sur les entreprises. Si, je ne m'intéresse pas de la question d'équilibre économique des concessions, mais l'équilibre, un avenant va venir modifier. Je pense qu'il faut faire une différence entre ce qu'est l'équilibre historique des contrats de concession qui ont été privatisés, où essentiellement ce sont des infrastructures qui ont été réalisées dans les années 60, 70, 80. Et dans le cycle d'une concession, on est aujourd'hui dans la phase où, d'une certaine manière, les investissements ont été réalisés, donc on a une rentabilité importante, mais parce que les investissements consentis ont été très importants. Donc ça, on est sur cet élément-là du cycle. Aujourd'hui, concessions, si elles s'arrêtent en 2030, elles ont commencé entre les années 60 et 70, on est dans le dernier quart des concessions. Donc dans la phase où ces concessions sont rentables. Qu'on regarde le modèle économique d'une concession nouvelle, la concession du contournement de Strasbourg, la 63 dans les Landes, la 150, etc., on constate cet élément. C'est-à-dire que du coup, si on fait une photo sur les 15 dernières années de la concession, on s'aperçoit que si tout se passe comme prévu, la rentabilité est importante, mais ce n'est que la contrepartie des investissements qui ont été réalisés. Donc il ne faut pas mélanger cet élément-là qu'on constate, c'est une photographie à un instant T d'une concession qui s'apprécie dans la durée, des conditions dans lesquelles on va négocier un avenant, c'est-à-dire une modification marginale de cet équilibre qui doit avoir son propre équilibre, c'est-à-dire où on va rajouter des recettes supplémentaires pour équilibrer des dépenses supplémentaires sur la durée résiduelle du contrat, ou lorsqu'il y a eu des allongements en 2015, on a rajouté des investissements par allongement. Les allongements ont été calibrés pour avoir une rentabilité par rapport à la durée d'allongement. Donc, il faut distinguer ce qui est de la modification marginale de l'avenant, qui a son propre équilibre et qui est soumis au contrôle aujourd'hui de l'ART. S'il y a un allongement des assemblées, puisque l'adossement par allongement est possible mais requiert une loi. Donc, conditions qui sont quand même assez contraignantes. Quand on a un allongement, on a également un contrôle de la Commission européenne. Donc, le plan de relance autoroutier, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, il a été examiné par la Commission européenne. Alors, il n'y a pas encore de loi à l'époque, puisque c'est dans la suite que cette validation législative a été rendue nécessaire. Mais enfin, les services de la Commission européenne, au titre des aides d'État, ont réalisé cet audit sur les conditions. Et les conditions de ce plan de relance ont été validées. Parce qu'on regarde la modification marginale.
et on ne regarde pas l'équilibre tel qu'il est à l'instant T, et qu'il y ait une photographie qui montre une image. C'est ce qui se passe quand on prend un grand tableau et qu'on regarde une partie, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de jaune, mais si il y a beaucoup de vert ailleurs, du coup l'image est un petit peu différente. Plus précisément sur le contournement ouest de Strasbourg, effectivement, il serait sans doute préférable que le service qui est précisément en charge, en pilotage de cette concession à ce stade de son avancement, puisqu'elle n'est pas encore mise en service, sera mise en service normalement au courant de l'année 2021, et donc à ce moment-là, j'en aurai la responsabilité, puisse vous répondre plus complètement sur d'autres vos questions. Alors, on m'a posé une question sur des demandes d'adossement. Demande d'adossement. Depuis 1993, depuis la loi Sapin et l'arrêt du Conseil d'État de 1999, le recours à l'adossement est limité. Compte tenu des règles est limité et pas supprimé. Quand on parle d'adossement, on parle d'investissement supplémentaire. C'est la réalisation. Alors, condition de non-autonomie sur un élargissement ou sur un nouveau diffuseur, la question ne se pose pas. Par principe, il n'y a pas vraiment de sujet. La question peut s'être posée par le passé sur des petits bouts dans la continuité des concessions. C'est des éléments qui sont aujourd'hui, par définition, compte tenu de l'ensemble des contraintes, absence d'autonomie, intérêt d'usager, qui sont nécessairement limitées. Alors qui sont limitées, qui ne sont pas interdites. Donc, moi, je n'ai pas connaissance aujourd'hui d'une décision qui serait nécessairement une décision politique de réaliser des investissements de ce type-là. On serait surtout, me semble-t-il, plutôt sur des éléments du réseau routier national, qui passerait d'une gestion réseau routier national non concédé à réseau routier national concédé. Donc on n'est pas sur du réseau départemental qui serait confié à des sociétés concessionnaires. Enfin, ça me semble peu disproportionné. Alors, après... On balance tout au département et c'est nous qui payons. Je ne parlerai pas pour le ministère de la Cohésion des Territoires, mais il me semble que la logique est annoncée plutôt de se dire, s'il y a des demandes, elles seront examinées, plutôt que de dire on va imposer, 2005, la décentralisation du réseau, il me semble qu'on a dépassé cette étape. Avant de donner la parole... Patrice. Pas poursuivre, simplement... Je repose la question, quels sont les profils, les formations, l'origine professionnelle des gens avec lesquels vous discutez? J'allais reposer. Ah pardon, excuse-moi. J'allais y revenir aussi, excuse-moi, Monsieur le Président, mais simplement, je pense que ça sera bien que vous nous envoyiez le détail des effectifs de votre sous-direction avec le profil de chacun, pour qu'on puisse avoir les profils. J'ai compris qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de profils juridiques et financiers. J'ai l'impression que c'est plutôt des profils techniques, d'après ce que j'ai compris de votre exposé. Hein. Et si je peux me permettre, Monsieur le Président, de poser quelques questions, et en essayant d'avoir des réponses rapides, si c'est possible. Donc moi, je serais intéressé pour que vous nous envoyiez les conclusions des audits que vous avez réalisés ces 3 dernières années. Si on a 6 par an, ça fait 18. Peut-être qu'on gardera, si ça nous intéresse, pour aller un petit peu plus loin. Mais si on peut déjà avoir les conclusions, seulement les conclusions, parce que ce n'est pas tout le rapport, hein, mais je pense que ça serait intéressant si vous pouvez nous les donner. Ensuite, vous nous avez dit que vous étiez commissaire du gouvernement pour Mont-Blanc et Fréjus. Dans les sociétés historiques, parce que finalement c'est beaucoup celles-là qui nous intéressent, hein, les concessions historiques, j'ai l'impression que les commissaires du gouvernement ne participent pas au conseil d'administration, ne sont pas présents. Est-ce que vous me confirmez ça? Et pourquoi? Si vous pouvez me répondre rapidement. Alors, Monsieur Jacquin, vous voulez rajouter vraiment... Toujours ma question. Je vous ai parlé du nombre de contentieux. Est-ce qu'il fallait parler de litige? Je vous la repose autrement. Dans votre mission de contrôle, vous arrive-t-il de mettre des pénalités aux concessionnaires? Y a-t-il un système de bonus-malus? À quel niveau, à quel montant? Et vous ne m'avez pas apporté de réponse à ma question qui était peut-être posée trop brutalement sur les éventuels mouvements de vos agents entre la sphère publique et la sphère privée, à votre niveau. Voilà, je crois qu'on a toutes les questions sont posées. Oui, on terminera par le rapporteur.
Alors, je vais peut-être revenir sur cette question-là, sur les mouvements. Dans le périmètre de la sous-direction, on va dire, de la direction des infrastructures de transport, je n'ai pas rencontré d'interlocuteurs qui provenaient de l'État. J'ai alors en tête évidemment deux éléments. Le directeur général de la société ATMB et le directeur général de la société SFTRF, le Fréjus et le Mont-Blanc, sont l'un depuis très longtemps dans la société, mais sont d'anciens fonctionnaires. Ce sont des sociétés à capitaux publics. Il me semble qu'il n'y a rien de tout à fait extraordinaire là-dedans. Le directeur général d'une société, en l'occurrence la société Atland, est un ancien fonctionnaire, mais qui n'a jamais travaillé sur les concessions autoroutières d'autoroute. Sinon, les profils de nos interlocuteurs, alors, je ne demande pas nécessairement leur CV systématiquement, mais ne me semblent pas liés, ou alors il y a longtemps, il y a vraiment fort longtemps, sur des sociétés. L'état-major des sociétés concessionnaires d'autoroutes, comme ça, on les repasse rapidement en revue. Je ne vois pas d'anciens de l'administration qui auraient été dans le bureau à côté du mien il y a quelques années et qui se retrouveraient en face. C'est une situation qui est assez peu courante. Assez peu courante. On n'est pas dans un système, me semble-t-il, qui serait pris d'une crise d'endogamie sévère et qui me semble le sous-jacent de votre question. Des litiges, alors des pénalités, nous en appliquons, mais je n'ai pas eu de litige sur des pénalités. C'est-à-dire que lorsque nous constatons que les conditions d'application d'une pénalité sont remplies, nous échangeons avec la société concessionnaire pour être bien certain que nous partageons ces éléments et nous appliquons la pénalité. La semaine dernière, j'ai signé un courrier notifiant une pénalité, en l'occurrence à la société Albéa, qui est la société concessionnaire de l'autoroute A150 entre Rouen et Le Havre. Bon, voilà. Et j'ai pas litige. C'était important. 30 000 €. C'est pas beaucoup pour eux, mais ça... Il y en a assez peu. J'ai en tête en 2016, c'est le dernier chiffre que j'ai en tête, on doit avoir appliqué un montant d'à peu près d'1 million d'euros de pénalité sur l'ensemble du réseau autoroutier concédé. Pardon ? Il y en a. On fera un tableau. Non, mais Oui, on pourra vous faire une liste des pénalités qui ont été appliquées, Mais encore une fois, quand il y a pénalité, il n'y a pas nécessairement de litige. Que du coup, on est, c'est objectif. C'est cadré, c'est objectif. Et le montant des pénalités correspond. Et le montant des pénalités correspond à des dispositions qui sont prévues dans les contrats et qui sont contractuelles. Donc d'une certaine manière, l'objectif recherché par le concédant, en tout cas, n'est pas d'appliquer des pénalités. L'idée n'est pas de rechercher un système de faute, de sanctions. Moi, mon objectif, c'est plutôt, si on est dans des conditions d'application de pénalités, on les applique. D'une certaine manière, les choses sont complètement claires. En revanche, quand vous parliez plutôt de litige, parce qu'une pénalité, c'est un élément finalement qui est assez anecdotique, on a des désaccords, mais l'objectif est de réussir à les surmonter et de réussir à déterminer les conditions partenariales de faire avancer le sujet. Donc un litige, c'est une situation de blocage. Une situation de blocage, ça veut dire on ne réalise pas d'investissement sur le réseau, on n'est pas en capacité de le développer, et ça ne me semble pas une situation qui soit gagnant-gagnant. Commissaire du gouvernement. Commissaire du gouvernement. Alors, je suis commissaire du gouvernement adjoint auprès des conseils d'administration de ces deux, de Mont-Blanc-Fréjus, les deux. Un décret de 2001 prévoit la fonction de commissaire du gouvernement auprès des sociétés à capitaux publics. Donc c'est dans ce cadre-là, effectivement, que je suis commissaire du gouvernement adjoint auprès des sociétés ATMB et SFTRF. Les contrats issus de la privatisation, l'article 35.6 prévoit la possibilité qu'un commissaire du gouvernement assiste au conseil d'administration des sociétés privatisées, en l'occurrence les 6. À ce jour, et à ma connaissance, ce siège n'est pas, en tout cas la possibilité d'assister au conseil d'administration n'est pas mobilisée.
En revanche, nous recevons l'ensemble des dossiers qui sont présentés au conseil d'administration et ces dossiers sont examinés alors en ce qu'ils portent des informations qui sont utiles ou nécessaires aux concédants et sont parmi les éléments d'information que nous disposons. Est-ce que vous avez un correspondant à Bercy ou à Bercy il n'y a personne qui suit ce domaine-là? Alors, plusieurs niveaux de réponse. S'agissant des sociétés à capitaux publics, ces sociétés sont suivies par l'APE, l'Agence des participations de l'État, et donc du coup, sont membres des conseils d'administration des sociétés, des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère du budget, de la direction du budget, de l'APE et des transports. Et donc, par contre, pour les sociétés privées, pour les concessions historiques, entre guillemets, personne ne suit à Bercy. Alors, donc, pour les conseils d'administration, on a cet aéropage. Donc, du coup, on est sur un rôle de tutelle de société publique assez classique. Et donc, du coup, nous débattons des positions que pourrait prendre l'État dans le cadre des conseils d'administration. Et donc, du coup, une validation interministérielle, le cas échéant, en cas de désaccord. Pour ce qui est du contrôle de l'ensemble des sociétés concessionnaires, les contrats sont signés à la fois par le ministre de l'Économie et des Finances et à la fois par le ministre des Transports, et notamment la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Réparation des Fraudes, exerce le contrôle des tarifs autoroutiers conjointement avec le ministère des Transports. Et donc, quand on parlait du contrôle des 40 000 tarifs autoroutiers, ce contrôle est conjoint avec la DGCCRF. Par ailleurs, les avenants sont contresignés par les ministres, et donc du coup on a une discussion avec plutôt la direction du Trésor sur les conditions d'équilibre économique de ces avenants. Concrètement, il y a combien de personnes qui contrôlent les 40 000 tarifs? Concrètement, il y a combien de personnes? Il y a un travail d'analyse qui est réalisé par ma sous-direction et qui est partagé avec la DGCCRF. Et ça fait combien de personnes? Combien de personnes Parce que moi, on m'avait dit qu'il y avait une personne, moi, donc sur les tarifs, mais peut-être que mes informations ne sont pas bonnes. Mais c'est pour ça que je vous posais la question précise, et là, j'ai pas de réponse précise. Oui, la réponse, ça doit être à peu près une personne, et encore pendant la période du temps de la campagne tarifaire. Alors, quelle est la nature de notre contrôle sur les tarifs? Les tarifs sont proposés par les sociétés concessionnaires d'autoroutes. C'est leur responsabilité de proposer ces tarifs. Ce qui est fait par le concédant, c'est s'assurer que la hausse moyenne est cohérente avec la hausse moyenne contractuelle. C'est de s'assurer que les tarifs ne provoquent pas de foisonnement. Le foisonnement, c'est la capacité à pouvoir affecter une hausse. Donc il n'y a plus de foisonnement depuis quelques années. Il n'y a plus de foisonnement depuis entre 2007 et 2010 en fonction des sociétés. Ça, vous nous confirmez? Je vous le confirme. C'est un contrôle qui est effectué tous les ans de respect de l'absence de foisonnement dans ces contrats. C'est un contrôle qui d'ailleurs, d'une certaine manière, est systématique dans la mesure où il suffit de croiser deux grilles qui sont les grilles des tarifs et les grilles des éléments. Donc on vérifie les hausses. Les formules de hausse en fonction des concessions, pas tellement les historiques, mais plutôt les nouvelles d'ailleurs, peuvent être sujettes à interprétation, et donc du coup nous partageons avec le ministère de l'Économie et des Finances et les sociétés concessionnaires les conditions d'application de ces hausses. Le foisonnement, l'absence de dispersion, enfin on respecte les conditions contractuelles, mais ces tarifs sont proposés par les sociétés concessionnaires, c'est-à-dire c'est pas l'État qui tous les ans va produire une grille, et donc du coup... il y a un décret en Conseil d'État pour les valider, non? Comment ça se passe? Alors, lorsqu'on a un contrat de plan, dans la mesure où les concédants ne s'est pas opposé aux tarifs, ils entrent en vigueur, et s'il n'y a pas de contrat de plan, ils entrent en vigueur par arrêté signé par les ministres de l'Économie, DGCCRF et Transport. Alors, j'essaye de comprendre aussi, et je pense qu'on a besoin de comprendre complètement comment les décisions sont prises. Tout à l'heure, Michel Vuillien en parlait pour les nouvelles sections d'autoroute et tout ça. Non, la réponse n'était pas forcément très claire. Je suis désolé parce que moi, j'ai pas eu forcément la réponse. Mais moi, j'aimerais. Vous étiez dans la sous-direction en 2005. Il y a eu les privatisations en 2006. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus de décision qui a aidé, entre guillemets, les ministres à prendre la décision au niveau de l'administration? Est-ce que c'est votre sous-direction? Est-ce que c'est des personnes à Bercy? Est-ce que c'est qui le Conseil d'État? Moi, je ne sais pas trop comment ça s'est fait. La privatisation? La préparation. Tous les éléments pour cette privatisation. C'est le ministre qui décide s'il a besoin d'argent.
Non, mais ça, j'avais compris sur le plan de l'opportunité politique. Mais après sur la préparation et quand même, il y a quand même une préparation qui a été faite pour une négociation et qui en fait a été à la manœuvre. Le processus de privatisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes, on est dans le cadre d'un processus de privatisation qui est essentiellement une compétence du ministère de l'économie et des finances, de l'Agence des participations de l'État. La privatisation, c'est pas une compétence transport, d'une certaine manière. C'est eux c'est le ministère de l'économie et des finances. Occupés. Nous, notre préoccupation, d'une certaine manière, que la société soit une société d'économie mixte ou que la société soit une société à capitaux exclusivement privés, le rôle de concédant et ce qu'on attend d'une société concessionnaire, c'est la même chose. Qu'on discute avec ATMB pour élaborer un contrat de plan, qu'on discute avec ASF, Escota ou SANEF d'un contrat de plan, les mandataires sociaux ont une responsabilité vis-à-vis de leurs actionnaires. Alors, dans le cas d'ATMB, d'ailleurs, il y a des actionnaires minoritaires qui pourraient, qui ont leurs préoccupations. Et d'une certaine manière, les discussions se produisent sur les mêmes termes. Donc, le rôle de concédant et le rôle d'actionnaire. Et vous avez le nom d'une personne à l'époque dont vous saviez qui était au ministère de l'économie et des finances. Non, alors pour le coup, vous avez plus souvenir. Alors pour le coup, nous, d'une certaine manière, le ministère des Transports n'était pas au cœur du processus de privatisation. D'accord. Monsieur le rapporteur. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez prévu, mais je pense qu'il serait bien d'auditionner M. de Villepin, qui était à l'origine de la privatisation de l'instrument d'autoroute, et M. Thierry Breton. Mais simplement, qui était ministre. On n'a pas du tout évacué cette possibilité-là. Simplement, comme on l'a dit, comme on l'a dit, c'était plutôt en fin de cycle de notre commission d'enquête. Une fois qu'on aura une vision claire. Effectivement, excusez-moi, c'est ce que vous avez dit, vous avez raison. J'avais oublié. Voilà. C'est ce que j'avais dit. Alors moi, je voudrais savoir simplement qui, derrière les politiques, entre guillemets, préparait les dossiers. Et on prépare les dossiers. J'ai bien compris aussi que le Conseil d'État avait quand même pas mal d'éléments. Les dossiers sur les avenants, parce que vous dites que chaque avenant est équilibré. Oui. Je doute un petit peu de ça, moi, personnellement, mais je demande à être convaincu. Je ne sais pas combien il y a eu d'avenants, parce que vous dites que c'est des contrats de 5 ans, donc ça veut dire que depuis il y a dû y en avoir au moins 3 par concession historique, et j'imagine qu'il y en a eu un peu plus. Parce que j'ai vu sur avenant 17, quand je vois un avis sur l'avenant 17 il y a quelques temps, ça veut dire qu'il y a eu pas mal. Donc, est-ce qu'on a un dossier par avenant avec le calcul de l'équilibre entre les augmentations de tarifs qui sont prévues pour financer les investissements? Moi, je suis intéressé par ça, et je suis intéressé pour savoir si, à votre connaissance, il y a eu, parce que je pense qu'il y en a eu, mais il y a eu des décalages de travaux, parce que quand on compense à une date N, une année N, et avec une augmentation de tarifs qui se fait à l'année N, et bien sûr avec des tarifs et si les travaux ont lieu à l'année N plus 2, j'imagine qu'il y a un rattrapage. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu ces décalages d'investissement, et est-ce qu'il y a eu des rattrapages? Alors la réponse est oui et oui. Oui. Oui et oui. On a des clauses dans les contrats qui ont été introduites pour les premières dans le cadre des discussions sur les contrats de plan 2012-2016 d'un certain nombre de sociétés, donc 2002, 2006, 2010, qui permettent, donc c'est les clauses des articles 7.5, 7.6, 7.7 qui ensuite ont été reproduits pour chacun des avenants, qui effectivement conduit ce calcul, c'est-à-dire que l'investissement a été prévu sur une base temporelle entre l'année X et l'année X plus 5. Il se trouve que dans le cours des processus projets, entre le moment où on avait introduit ces éléments dans l'avenant et le moment où les travaux sont réalisés, on peut avoir finalement le projet qui est réalisé entre l'année X plus 2 et l'année X plus 7. Donc d'une certaine manière, on va avoir une courbe de dépenses qui va être décalée. Le fait que cette courbe soit plus ou moins élevée par rapport à la courbe initiale, c'est le risque de la société concessionnaire. On est dans un domaine de risques et périls, c'est-à-dire que du coup, si le risque a été sous-évalué, c'est son risque. En revanche, ce simple effet de décalage est pris en compte et ouvre lieu à ce qu'on appelle des reliquats, c'est-à-dire qu'on a eu une surcompensation à l'instant T, puisque de fait les dépenses sont arrivées plus tard, et elles sont rétrocédées à l'État. Alors, et plus exactement, elles donnent lieu par préférence à des travaux supplémentaires qui du coup ne sont pas compensés pour la quote-part qui correspond à cet avantage indu. On n'est
pas sur un régime... Qui sont décidés par vous, par le concessionnaire le concessionnaire ne décide aucun travaux. Le concessionnaire ne décide aucun travaux. Il peut proposer des travaux, mais la substance du contrat, c'est le concessionnaire. Donc il n'y a pas eu de régularisation sur les tarifs parce que, à votre connaissance, il n'y a pas de régularisation sur les tarifs. Les dispositions contractuelles prévoient que, par préférence, on est sur des travaux supplémentaires. Donc il n'y a eu que systématiquement des travaux supplémentaires et pas de tarifs régularisés. C'est-à-dire que s'il y a eu des augmentations indues, en fait, liées à des décalages de travaux... Oui, monsieur. Il n'y a pas eu de régularisation sur les tarifs. Oui, monsieur. Et c'est des calculs que nous faisons à l'échéance des contrats. Alors, c'est des calculs que nous faisons une fois que les contrats de plan arrivent à échéance, une fois qu'on peut dresser un bilan. On va faire ce bilan sur la base des échéanciers de décaissement de l'ensemble de l'ensemble des opérations. On va constater qu'il y a eu ou pas un décalage corrigé du risque et périls du concessionnaire sur le coût même des travaux, et on va calculer ces éléments d'indu selon les conditions contractuelles. Donc du coup le taux d'actualisation sera le taux qui avait été utilisé pour compenser les travaux à l'époque. Donc du coup d'une certaine manière on reconstitue finalement ce décalage de manière à en assurer la neutralité. Voilà, vous avez pu suivre l'audition de Fabien Balderelli, sous-directeur de la gestion et du contrôle du réseau autoroutier. Une audition dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat chargée d'examiner le contrôle, la régulation et l'évolution de ces concessions autoroutières. Je vous rappelle que sur cette thématique, comme sur l'ensemble des sujets parlementaires, vous pouvez retrouver tous les articles de la rédaction sur notre site publicsénat.fr. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.